Et enfin, donc, ce que je vous disais cette année, l'humain a été replacé au centre de cette transformation du point de vente et du retail, en disant attention, il faut travailler sur la matière humaine, sur les collaborateurs, il faut leur apporter des nouvelles compétences si on veut qu'ils aient toujours une valeur ajoutée, qu'ils ne soient pas complètement remplacés définitivement par l'intelligence artificielle. Et quand on dit placer les collaborateurs au centre, ça passe quand même d'abord par des dirigeants qui fixent le cap. Et au Big Show cette année, on a eu l'honneur et la chance d'avoir une conférence sur le leadership par Richard Branson, qui est sûrement le disrupteur en chef, celui qui a inventé le concept de disruption, notamment avec toutes ces compagnies avant, avec Virgin Cola, Virgin Atlantic, etc., avant que le digital existe. Et donc, il nous parle de leadership et qui rappelle aux retailers, aux patrons d'enseigne, qu'avant d'être des patrons d'enseigne, sont avant tout des chefs d'entreprise et que des chefs d'entreprise doivent ouvrir leur chakra à la disruption et à l'innovation s'ils ne veulent pas se faire disrupter eux-mêmes. Il nous dit une deuxième chose assez intéressante. Il dit intégrer des femmes dans le comité de direction. Alors, c'est pas du tout par souci d'équité. Richard Branson est très pragmatique et tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Et pourquoi il dit intégrer des femmes? We need women. Il dit les femmes comprennent mieux et anticipent mieux les attentes des clients que les hommes. Donc si vous voulez regarder vers l'avenir, mettez des femmes dans vos comités de direction. Il nous dit les dirigeants doivent porter les valeurs et la culture de l'entreprise très fortement et doivent impulser des valeurs et une culture qui se différencient. Vous ne pouvez pas avoir des collaborateurs engagés, c'est Richard Branson qui nous dit ça encore, si vous ne les fédérez pas autour de valeurs fortes et d'une culture entreprise qui se démarque de celle de vos concurrents. Ok ? Qui donne le droit à l'erreur. Et ça, on adore chez Talentco, on adore porter les managers doivent donner le droit à l'erreur. On est dans un monde qui va tellement vite qu'on doit innover en permanence. Dans toutes les technologies que vous a présentées Cyril tout à l'heure, toutes les enseignes et les grands groupes doivent regarder ces technologies pour voir ce que ça va apporter demain en proposition de valeur pour leurs clients. Tout ne fonctionnera pas. Donc il faut forcément se tromper pour réussir. Et ça, Richard Branson le résume bien. Et lui, il explique, il dit « Ça a été un salut pour moi d'être dyslexique. » Et même moi, j'ai du mal à dire ce mot-là. Parce que ça m'a obligé de déléguer très vite, notamment pour les chiffres. La compta, la finance de mes entreprises, j'ai dû les déléguer. Et forcément, si je délègue très rapidement beaucoup de choses, je suis obligé d'accepter que mes collaborateurs fassent énormément d'erreurs. Donc ça, c'est assez intéressant aussi comme vision. Et enfin, c'est bien de rappeler que les dirigeants doivent aussi être au plus près de là où ça se passe. Donc doivent écouter la base, les vendeurs, et doivent écouter les clients eux-mêmes. C'est l'ex-patron du digital de Tesco qui aime rappeler, qui dit les sièges des entreprises, des retailers, ont l'art, les patrons, ont l'art d'essayer de résoudre des problèmes que les vendeurs ont déjà résolus depuis longtemps. Tellement il y a de décalage. Richard Branson, pareil, de façon un peu démagogique, dit « Moi, quand je descends dans des hôtels à l'étranger, je descends systématiquement là où vont le personnel de mes compagnies aériennes. » Et typiquement, il y a 15 jours, une hôtesse m'a dit que les nouvelles chaussures des uniformes faisaient tellement mal que ça devait compliquer d'être aimable pendant 8 heures de vol. Et le management n'avait jamais osé me faire remonter ce problème-là. Et en 2 jours, j'ai fait changer les chaussures. Je pense qu'il y a un peu de storytelling à la Richard Branson, mais c'est quand même intéressant de se dire « Oui, il faut écouter ce que dit la base. » Ikea se targue d'aller voir plus de 1000 foyers par an. Les patrons d'Ikea vont visiter, ou les équipes d'Ikea aux États-Unis vont visiter plus de 1000 foyers par an. Et ils vont même se glisser jusque sous les lits pour voir où les gens rangent, stockent, etc. leurs affaires pour proposer une gamme toujours plus pertinente. Et enfin, Walt Disney, à l'écoute de ses clients, Walt Disney, du temps de son vivant, avait un appartement sur Main Street à Disney World. Tous ceux qui ont visité Disneyland Paris ou Disney World savent ce que c'est que Main Street. Et il vivait, comme c'était à Miami, il fait quand même assez beau, les fenêtres ouvertes, pour écouter ce que les visiteurs du parc avaient à dire. Donc il faut des dirigeants qui fixent le cap, évidemment, mais au-delà des dirigeants, il faut bien avoir conscience qu'on ne manage plus l'innovation de la même façon qu'on la manageait il y a encore quelques temps. Et ça, c'est une keynote, je voulais partager avec vous les learnings du Chief Digital Officer de Target, qui est une grande enseigne aux États-Unis, qui nous a parlé de comment lui, il a reboosté l'innovation chez Target, et c'est assez intéressant. Il est arrivé il y a un an et demi, et au bout de 8 semaines, le codir l'a convoqué en lui demandant « De quoi tu as besoin ?» Il a répondu « J'ai besoin de moins d'hommes et j'ai besoin de moins de budget. » Pourquoi ? Parce qu'il avait tellement d'hommes, tellement d'équipes et tellement de budget, et tout le monde voulait protéger sa place, le nombre de postes, le budget, que
Target avait 800 projets d'innovation en route. Et il dit comment une entreprise aussi grande soit-elle peut avoir 800 projets d'innovation simultanément sans perdre complètement de vue le client. Donc finalement, il a réduit la voilure, il a réuni ses équipes, ses collaborateurs les plus proches, il leur a interdit de venir avec des ordinateurs et des PowerPoint, il leur a donné 5 post-it à chacun, pas un de plus, il leur a dit vous me mettez sur chacun des 5 post-it, d'après vous, les 5 priorités business que vous voyez. Et en 2 heures de temps, la feuille de route avait été fixée pour l'année. Ensuite, il a dit, bon, il a fallu que j'impulse cette culture de l'agilité. Et pour être agile, il fallait inverser la tendance. Globalement, ils avaient 30% des ressources internalisées, 70% des ressources externalisées. Et faire de l'agilité avec des prestataires extérieurs dans tous les sens, c'est quasiment impossible. Il a réduit la voilure et en plus, il a inversé cette tendance. 70% des ressources étaient internalisées, 30% externalisées. Il a aussi du coup impulsé ou essayé de battre en brèche ce qu'ils appelaient le Old Target Way of Doing Things, c'est-à-dire cette culture de l'excellence. On se fait des réunions interminables, on prototype des produits jusqu'à ce qu'ils soient excellents et on ne les met sur le marché, on les propose aux clients que quand ils sont excellents. La réalité, le rythme de l'entreprise aujourd'hui et le rythme des innovations fait que ce rythme n'est plus tenable, cette logique-là n'est plus tenable. On est dans la culture du test and learn permanent, on compte sur l'intelligence collective de nos clients pour améliorer les produits et les services qu'on propose. Donc, on lance ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, un produit minimum viable qui apporte une solution au client et on co-construit, on améliore progressivement par itération avec lui. Donc ça, il a dû battre ça en brèche. Et enfin, il a dit, il a fallu qu'on intègre les meilleurs spécialistes de l'IT chez nous. Pour réellement être à l'écoute des clients, faut qu'ils reflètent la réalité du monde dans lequel on vit, en termes de diversité ethnique et diversité homme-femme. Et là, il a alerté, c'est assez intéressant, il a alerté tout le monde qui était dans l'assemblée en disant tous les retailers vont devoir recruter des profils IT très poussés, des développeurs, des programmateurs, des codeurs, dans tous les sens, des ingénieurs. Attention, quand tout le monde va embaucher dans les enseignes, je ne suis pas sûr qu'on ait assez de jeunes diplômés américains formés. Alors vous imaginez, si on dit ça aux États-Unis, qu'est-ce que ça doit être en France ? Et évidemment, on a parlé des dirigeants qui fixent le cap, on a parlé de comment manager l'innovation dans les enseignes. Évidemment, on va parler maintenant des collaborateurs au plus proche des clients, on va parler des vendeurs, qui eux aussi doivent radicalement changer de posture. Évidemment, si le magasin évolue, les vendeurs vont devoir changer de posture. Ils doivent être dotés d'un vrai sens de l'hospitalité. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est là, Danny Meyer, qui est le patron de Union Square Hospitality Group. Union Square Hospitality Group, c'est une chaîne de restaurants très haut de gamme à New York. L'équivalent, pour ceux qui connaissent, des restaurants Coste à Paris. C'est voilà la comparaison qu'on pourrait donner. Et lui, il dit, c'est simple, dans nos restaurants, on a une recette qui fonctionne très bien, et si ça fonctionne dans nos restaurants, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas dans tous les autres réseaux de distribution, quel que soit le secteur. Évidemment, il faut avoir un produit excellent, mais il faut en mettre, c'est 49% de la recette du succès. L'hospitalité fait le reste, et c'est 51% du succès, c'est l'hospitalité. Donc l'hospitalité avant la qualité des produits. Il nous dit quoi ? Il nous dit évidemment, les vendeurs doivent incarner la culture d'entreprise, les dirigeants doivent l'insuffler, mais les vendeurs qui sont au contact du client doivent l'incarner. J'avance un peu, mais globalement, c'est l'exemple de... Donc James Rhee, qui est le patron d'Ashley Stewart. Ashley Stewart est une chaîne de magasins qui vend des produits pour hommes et femmes forts, donc que des très grandes tailles. Et aux États-Unis, il y a un énorme marché, vous le savez bien. Et il dit, moi, je veux que, dans les valeurs de notre entreprise, on accueille les clients et on les fait se sentir bien. Donc je veux que mes vendeurs, mes vendeuses aient de la compassion pour les clientes, que ces dernières se sentent valorisées, se sentent belles chez nous. C'est la seule façon qu'on a pour les fidéliser. Tout le reste, on peut le faire partout, on peut acheter les produits partout. Les outils digitaux servent en soutien de fidéliser les clients, mais c'est le rôle du vendeur, c'est le rôle de nos valeurs et d'incarner nos vendeurs, cette compassion pour fidéliser les clients. Et du coup, il a poussé le concept plus loin en disant le seul métrix qui me sert à évaluer mes vendeurs et pour payer des commissions pour les payer aux variables, c'est pas le chiffre d'affaires qu'ils génèrent, c'est le taux de fidélité qui génère. Évidemment, qui dit taux de fidélité élevé dit vente en hausse, mais ils sont objectivés que sur la relation long terme construite avec le client. Et enfin, il faut, dans la posture des vendeurs qui sont
de plus en plus autonome dans la gestion de la relation clientèle. 2 exemples. Chez Macy's, un patron d'enseigne nous racontait que sa femme est allée chez Macy's, la grande enseigne américaine, avec une carte cadeau de $150 périmée depuis 1 an. Il s'attendait à ce que la vendeuse lui dise « Non mais, enfin, vous n'y pensez pas ». La vendeuse dit « Écoutez, je vais trouver une solution, faites vos achats, pendant que vous faites vos achats, je vais trouver une solution ». Elle n'a pas eu besoin d'aller consulter son chef, son surchef, etc. Dans le même ordre d'idée, moi, la meilleure expérience de donner le pouvoir dans les mains de la personne qui doit décider, c'était dans mon vol retour l'année dernière de New York, Air France. Il se trouve que mon interface multimédia ne fonctionnait pas. Normalement, l'hôtesse est obligée de vous replacer ailleurs, soit de vous surclasser, ce qui n'était pas le cas, la business était pleine, soit de vous placer ailleurs en éco. Le problème, c'est que le seul siège en classe éco qui était disponible était sur les rangées du milieu avec 2 personnes qui dormaient de toute façon, donc c'était difficile de les escalader. Elle a pris son iPad, elle a regardé avec mon numéro de siège et mon nom, elle sait très bien qui je suis, elle a tout mon historique chez Air France, elle sait si je suis elle a des indicateurs pour dire c'est plutôt un client qui consomme de plus en plus chez nous ou de moins en moins, elle a tout notre historique de relation clientèle, c'est d'ailleurs pas gêné avec un grand sourire de me dire dis donc monsieur Catan, vous râlez quand même assez souvent, mais du coup elle avait le pouvoir pour décider par rapport aux informations qu'elle a si elle m'attribuait directement 5000 miles ou 10 000 miles de bonus. Et elle m'a attribué effectivement 10 000 miles de bonus. Et là, vous satisfaisez beaucoup plus le client que si vous lui dites « Ah oui, on est vraiment désolé, alors tenez, regardez, remplissez ce formulaire, et puis quand vous rentrez, vous l'envoyez bien au service de relations clients, et ils vont voir s'ils vont pouvoir traiter votre demande. » Non, c'est elle qui avait le pouvoir, et c'est elle qui a agi tout de suite pour m'apporter satisfaction. Alors, des vendeurs qui changent de posture, oui. Pour autant, vous pouvez, et il faut, les enseignes doivent les doter de super pouvoirs. Et les doter de super pouvoirs, c'est leur donner les équipements qui vont bien, la tablette, mais ça, la tablette, pour avoir les mêmes informations que le vendeur, etc., c'est presque passé de mode aux États-Unis. Tout le monde a la tablette. Tous les vendeurs ont des tablettes entre les mains. Donc l'enjeu maintenant, c'est de voir les informations qu'on mettait sur une tablette. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut libérer les mains des vendeurs et les mettre sur une montre connectée? Ça, c'est l'exemple de chez True Religion. Vous pouvez sélectionner un look sur votre montre et le projeter directement sur un écran connecté pour montrer au client. Parce que, effectivement, vous n'allez pas montrer à votre client, regardez la montre. Comme ça, c'est moins pratique. Mais on libère les mains du vendeur. On libère les mains des vendeurs, mais on libère aussi les mains des opérateurs dans les entrepôts logistiques et dans les magasins des enseignes. Ça, c'est les lunettes que porteront la plupart des opérateurs demain, plutôt que d'avoir un truc encombrant au bas main pour savoir quels articles piquer en stock, etc. Vous allez avoir les informations directement au niveau de la rétine. Et ça, c'est un peu plus futuriste, mais il y a déjà des tests par Intel de ce côté-là et Microsoft de ce côté-là pour remplacer les vendeurs sur certaines tâches rébarbatives. Par exemple, dans les supermarchés, faire le tour des allées et repérer là où il manque des produits pour envoyer des alertes pour faire des réassortiments. Mais comme le robot est couplé aussi au stock, il sait que si on fait un rassortiment, il n'y en a plus assez en stock, donc il faut recommander, donc il fait lui-même aussi le réassortiment. Donc là, il y a 2 technologies qui s'affrontent, les robots qui roulent chez Intel et les drones qui volent après la fermeture du magasin, c'est quand même plus secure, plutôt que d'avoir des drones qui passent par-dessus la tête, par Microsoft. Mais on vient finalement libérer du temps utile aux équipes en magasin pour s'occuper des clients et pas pour s'occuper des tâches administratives et logistiques. Et donc forcément, qui dit des vendeurs qui changent de posture, qui deviennent de plus en plus conseillers et non plus des vendeurs, dit aussi les accompagner en termes de compétences et de formation. Et ça, c'est vachement intéressant quand on interroge le CEO de Walmart, donc la plus grande chaîne aux États-Unis de grande distrib. Il nous dit on a 5 piliers stratégiques pour les années à venir. Le premier, c'est de donner des bonnes compétences aux équipes en magasin. Tout le monde pourrait penser que le premier, c'est d'essayer de résister contre ce foutu Amazon qui nous en... pour eux, hein, je me mets à sa place, pardon, je suis un peu vulgaire. Eh ben non, c'est donner les bonnes compétences aux équipes en magasin. Et les bonnes compétences, c'est comprendre les outils du digital, comprendre quelle nouvelle posture il faut avoir, être capable de vendre l'écosystème digital qu'on propose en tant qu'enseigne aux clients, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'aux États-Unis, la branche s'en occupe, le secteur s'en occupe. La NRF, concrètement, depuis tout à l'heure, je vous parle du NRF Big Show, parce que la NRF comme National Retail Federation, donc la fédération des retailers aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'équivalent en France.
ils se sont dit, on a vraiment un enjeu de compétences pour demain. Et donc, ils ont une fondation. Ils sont allés chercher des financements via leur fondation pour financer des programmes de formation, un programme qui s'appelle Rise Up, pour être sûr que demain, il y ait assez de collaborateurs à recruter qui aient ces bonnes compétences pour comprendre et pour accompagner cette nouvelle relation voulue en magasin, pour s'approprier les outils du digital, pour demain intégrer les équipes IT et développement et innovation de ces enseignes. Donc, ce qui s'en occupe au niveau branche, chose qu'en France, on ne fait absolument pas. Vous me direz, ça peut nous arranger aussi dans certains cas, nous Talentco, parce que c'est un peu ce qu'on fait. Donc, en conclusion, avant de terminer, et j'aurai deux conclusions, cette première, donc souvenez-vous les 3 tendances de fond qui façonnent le commerce aujourd'hui. Commerce is everywhere. Nous, ce qu'on dit aux enseignes, c'est ne laissez pas Amazon s'approprier tout seul l'intelligence artificielle dans la logique de shopping, l'intelligence artificielle et les objets connectés. Pensez, vous, marque, enseigne, par rapport à ce que vous faites, quels sont les scénarios intelligents pour aller à la rencontre de vos clients et travailler sur ces enjeux-là. Ne laissez pas Amazon tout seul. Du coup, repensez le rôle du point de vente. À vous de définir son nouveau rôle dans un environnement omnicanal et comment vous recréez ce lien de confiance. Mais à vous de repenser le magasin. Et encore une fois, c'est pas forcément le digitalisant, contrairement à ce qu'on lit généralement partout. Et du coup, n'oubliez pas d'accompagner les collaborateurs dans cette transformation. Faites en sorte qu'ils puissent porter les valeurs et la culture de l'entreprise, parce que c'est quand même en grande partie ça qui vous différencie. Équipez-les des bons outils pour leur simplifier les tâches à faible valeur ajoutée. Et évidemment, formez-les. Donc voilà sur les tendances de retail. Et juste parce que tout le monde ne connaît pas Talentco, du coup, je fais 5-6 secondes pour vous montrer là-dedans ce que Talentco fait, parce que du coup, on vous parle des tendances du retail, mais nous, évidemment, on a une idée business sous-jacente, et c'est bien normal. Nous, on vient expliquer aux enseignes, pas que, mais entre autres aux enseignes, quel est ce nouveau cadre de réalité. Donc ce dont Cyril vous parle en permanence, ces clients, ces nouveaux clients dont les usages changent, les technologies qui viennent tout bouleverser, et le fait que dans cet univers-là, si vous proposez pas, les retailers ne proposent pas à leurs clients avec la technologie des usages phénoménaux, c'est là où des disrupteurs viennent et cassent complètement les marchés. C'est complètement l'histoire d'Uber et c'est complètement l'histoire d'Amazon. Donc, nous, on aide les dirigeants à repenser ces nouvelles interactions et on aide les dirigeants notamment à penser leur nouvelle stratégie de valeur ajoutée, leur nouveau business model dans cet univers. Et très concrètement, quand on dit ça, ça veut dire accélérer sur l'innovation. Donc on les aide via des voyages exploratoires, via des séminaires, via des workshops où on les fait travailler, à se centrer sur l'innovation et à penser à innover mode de travail. Mais ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a que les dirigeants qui fixent le cap. Il faut évidemment diffuser cette culture digitale, expliquer ce nouveau cadre de réalité à l'ensemble des collaborateurs. C'est pour ça qu'on accompagne énormément d'entreprises dans des Digital Days. Par exemple, pour donner un exemple très concret, on accompagne Havas Voyage où on va prendre tous les responsables d'agence depuis 2 ans maintenant. Tous les responsables d'agences de France et les commerciaux qui s'appellent des travel planners seront passés par nos Digital Day où on leur a expliqué que si Havas Voyage prenait le virage du digital, c'était pas une lubie du patron, mais c'était pour répondre aux nouvelles attentes des clients. On vient les rassurer, partager un vocabulaire commun, partager des pratiques communes. On fait travailler Émotique dessus qui fait des ateliers objets connectés et ainsi de suite. Il faut qu'on fasse évoluer les compétences et les métiers. Nous, on travaille très concrètement sur les compétences. C'est la vocation de fond de Talentco. Comment les compétences sont percutées par le digital et quelles nouvelles compétences clés il faut injecter à tous les métiers. Ça va du vendeur qui a une tablette entre les mains de magasin qui doit changer de posture au responsable compte clé d'un industriel des PGC qui va négocier avec les enseignes sur la partie e-commerce et ainsi de suite. On va accompagner tous les métiers. Mais on va aussi et de plus en plus travailler sur les nouveaux modes de travail. On a parlé tout à l'heure d'agilité, d'innovation, de test and learn. Il faut aller beaucoup plus vite. On ne peut plus avoir cette culture de l'excellence. Du coup, il faut que les managers donnent le droit à l'erreur. Il faut accélérer. C'est développer le collaboratif, développer cette agilité en acceptant que le changement est permanent, développer et faire en sorte que l'innovation soit impulsée dans toutes les équipes. C'est des actes managériaux. Donc, on vient de plus en plus accompagner les managers pour donner vie à ces nouvelles méthodes de travail. Voilà globalement ce qu'on fait, donc la valeur ajoutée qu'on a partant du constat que les enseignes changent, le monde bouge et que le magasin a un rôle différent. Merci beaucoup de m'avoir écouté avec attention si longtemps. Voilà, merci beaucoup.